Pour ce premier exercice, nous allons faire une scène comme celle-ci. Voilà, donc on aura deux chaises, un mur avec une fenêtre, une porte et un seul. Et on fera un tout petit mouvement de caméra, ce qu'on appelle dans le jargon un push-in, où on a la caméra qui avance légèrement vers un sujet dans la scène. Voilà, à part qu'ici il y a quand même une petite rotation, enfin bon, c'est un peu plus qu'un push-in, mais enfin voilà. Donc on va faire ça. Alors, pour pouvoir faire ce genre de travail, eh bien, on va s'aider d'images de référence. Donc, vous avez reçu dans les fichiers que vous pouvez télécharger avec le lien qui est associé à cette vidéo, vous avez donc un dossier avec différents fichiers qui sont compris dedans et qui vont vous permettre de pouvoir faire cet exercice. Donc, on va utiliser les images de côté et de face comme référence pour pouvoir modéliser plus facilement le modèle de la chaise. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est charger ces images dans notre scène. Donc, je vais me débarrasser du cube. En fait, je peux me débarrasser aussi de la caméra et de la lampe, puisque je sais que je vais aller rechercher après la caméra avec le nom accroché. Donc, on va voir ça aussi. Donc ici, maintenant, je vais ajouter une image et bon, je sais que c'est une référence, mais en fait, on va prendre un background parce que ça marchera mieux si on prend un background. Mais avant de charger cette image, je vais d'abord me mettre dans la vue adéquate, donc une vue de côté. Alors, il y a une façon assez simple de se mettre dans cette vue de côté ou cette vue de face qui nous intéresse, c'est de cliquer sur une des deux boules ici dans le gizmo de rotation de la scène. Donc si je clique sur le X, eh bien vous voyez, je vais me mettre dans la vue de côté orthographique, et si je clique sur le Y, je suis dans la vue, dans ce cas-là, de dos, mais si je reclique dessus, je vais être dans la vue de face. On va commencer par la vue de face, et donc ici je vais ajouter, donc je vais faire un image, donc add image background, et je vais aller chercher là où j'ai downloadé mes différents fichiers. Donc vous les aurez mis dans un dossier vraisemblablement sur votre bureau. Donc pas au même endroit que moi, ne cherchez pas à aller au même endroit que moi, allez chercher là où vous avez mis les fichiers que vous avez téléchargés. Et donc je vais prendre le design sheet front. Voilà, et donc j'ai l'image qui est là. Alors déjà, cette image, par défaut, elle est beaucoup trop grande. Si je prends un cube, voilà, ce cube fait 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres, etc. Donc c'est déjà trop grand. Une chaise fait 90 cm. Ce qui veut dire que grosso modo, si on regarde 90 cm, ça va jusqu'au petit carré qui est ici. Donc je vais me débarrasser de ce cube parce que je n'en ai pas besoin. Non, pas de l'image, mais du cube. Delete, voilà. Et je vais sélectionner l'image. Donc je clique dessus. S comme scale. Et je descends la taille de l'image. Voilà. Alors je vais descendre cette taille pour que ça corresponde. Alors je vais déplacer aussi l'image pour la mettre sur le sol. Et l'idée c'est d'arriver ici. Donc là j'ai été un peu trop bas et je vais remonter. Alors, hop hop hop. L'idée c'est donc de la placer, voilà, qu'elle soit sur le sol et qu'elle soit grosso modo de 90 cm. On n'est pas à un demi-millimètre près, hein, c'est pas grave. L'idée c'est qu'on ait plus ou moins la taille. On va quand même essayer de faire pour avoir un... Voilà, ok. Donc là, on a quelque chose de correct pour la vue de face. Donc si maintenant je viens dans les propriétés de mon image ici, de cette image, donc qui est dans un empty. Un empty, c'est un objet qu'on ne voit pas en 3D, qui sert à placer des éléments. Donc on a l'image ici, front, et donc dans ces propriétés, on a différents réglages qu'on peut faire. Par exemple, on peut activer la transparence pour que cette image soit
alors je vais le faire en glissant le curseur, soit un petit peu transparente. Voilà, on va la mettre à quelque chose comme 0,25, 0,27, enfin dans ces eaux-là, histoire qu'elle soit un peu transparente pour que je puisse éventuellement sélectionner des éléments qui sont derrière, surtout que je vois la grille qui est derrière. Et je vais aussi lui dire qu'elle ne peut être vue que dans cette fenêtre-ci, la fenêtre front orthographique, pas ailleurs. Donc voilà, c'est coché. Ce que je peux encore faire, c'est dans ses propriétés d'objet. Donc là, c'est le petit carré orange. Au niveau de sa visibilité, son viewport display, visibility surtout, là, je vais pouvoir lui dire qu'elle n'est pas sélectionnable. Donc ça veut dire que je ne pourrai plus sélectionner par accident cette image. De cette manière-là, elle restera une image de référence et je ne vais pas risquer de la déplacer ou de changer quelque chose au niveau de sa taille ou Dieu sait quoi, sa rotation, enfin bref, par accident. Donc et ici je vois quand je suis en... Donc là j'ai cliqué milieu et j'ai bougé ma souris, je ne la vois pas dans ma vue 3D. Je reviens dans ma vue hop, front orthographique. Donc c'est le 1 sur le clavier numérique. Alors 1 sur le clavier numérique, ça veut dire que si vous n'avez pas de clavier numérique, eh bien vous êtes un peu emmerdé, si ce n'est que vous avez dans le viewpoint ici la manière d'aller chercher aussi par le menu. Donc si vous êtes sur Mac par exemple, hein, vous n'avez pas de clavier numérique, ben voilà. Ou si vous êtes sur un petit PC portable et vous n'avez pas non plus de clavier numérique, ben vous passez par là. Ou vous cliquez sur les boules comme ce que j'ai montré précédemment. Ok, donc revenons maintenant sur la vue de côté. Donc le right orthographique, on va faire pareil. On va ajouter image background et on va aller chercher cette fois-ci le site. Par défaut, quand vous avez été déjà une fois dans un dossier, il va vous remettre ce dossier-là. Sinon, vous retrouverez dans le récent, ici, la liste des dossiers que vous avez déjà visités. Donc vous pourrez plus facilement retrouver un fichier qui se trouve dans un de ces dossiers. Donc je viens dans cliquer le side, je charge. Évidemment, elle est trop grande. Alors, une chose que je peux faire éventuellement, c'est regarder la taille de cette image-là pour m'en inspirer. 0 au niveau du scale, donc dans ses propriétés hein, d'objet. Je vois qu'elle est à 0,02. Donc si celle-ci, je lui mets la même taille, peut-être que... Alors, je vais essayer de sélectionner les trois. Donc, clic gauche, je sélectionne les trois. 0.202. Voilà. Et on va voir tout de suite si on peut avoir la bonne hauteur. Donc, quand je la mets au sol, et je vois qu'elle touche le truc. Donc là, on est pas mal. Ok. Donc, on l'a placée. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va empêcher qu'elle soit sélectionnable. Dans ses propriétés d'image, on va activer la transparence et on va descendre cette transparence. On peut taper aussi la valeur ici. Donc si je tape 0.25, voilà. Et ben voilà, on est prêt. Donc on a placé, donc vous avez remarqué que j'ai placé les pieds sur la ligne verte ici parce que c'est mon sol. Et j'ai fait pareil dans la vue de face. Donc quand je suis, clic milieu, je tourne, je pivote dans ma vue, comment dire, ma vue de 3D, donc ma vue perspective, eh bien, je ne vois pas ces images. Donc voilà, j'ai aussi coché Only dans Only Axis Align. Donc ça veut dire qu'on est bien certain que là maintenant, elle ne sera vue que dans la vue qui la concerne. Bien, voilà une bonne chose de faite. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer à travailler et à modéliser la chose. Si vous vous rappelez la vidéo qu'on vient de regarder, il s'agit de ce qu'on appelle du low poly. Donc le low poly, c'est un style comme ceci. Alors, ouais. Comment est-ce que je vais faire ça? Ok.
Donc le low poly c'est un style et voilà je vais vous montrer. Donc si je viens chercher ici, voilà, on a des exemples d'objets en low poly. Donc vous avez ici différents éléments. Donc vous voyez qu'on voit pas mal les facettes. Low poly ça veut dire qu'il y a peu de polygones qui constituent l'objet et parce qu'il y a peu de polygones qui constituent l'objet, eh bien l'objet forcément apparaît facetté. Donc c'est un style graphique qui a son attrait dans le monde de la 3D. On retrouve ça assez souvent. Donc ce qu'on va faire dans notre scène, c'est quelque chose qui s'inspire de ça pour faciliter le travail et pour ne pas aussi passer des heures et des heures à peaufiner chaque détail de nos chaises. Donc je vais me remettre dans ma vue de côté parce que je vais commencer par ce côté-là. Donc je vais utiliser ici une courbe pour définir en fait cette forme. Donc le montant de la chaise ici, je vais le faire à l'aide d'une courbe parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Sinon, je devrais commencer à m'amuser à essayer de retrouver cette forme-là en déformant un polygone, ce qui est un peu difficile. Avec une courbe, ça va aller tout seul. Donc on va utiliser une courbe Bézier. Si vous avez déjà fait de l'illustration dans Photoshop ou dans Illustrator, vous voyez un peu ce dont je parle. Une courbe Bézier, c'est une courbe qui a des points avec des contrôleurs. Ce sont deux autres points pour un point central. Et ces deux points permettent d'orienter le sens de la courbe. Vous allez voir tout de suite si vous ne connaissez pas. Donc je vais ajouter une courbe Bézier. Alors par défaut, elle va certainement ne pas s'aligner sur le bon axe, donc je vais passer en mode 3D, c'est bien ce que je disais, elle est sur l'axe X, moi je la veux sur l'axe Y, donc on va lui donner une rotation de 90 degrés sur l'axe Z, rotation c'est R, l'axe c'est Z, et le nombre de degrés c'est 90, donc on va taper RZ 90, Enter, et voilà, maintenant ma courbe Bézier est orientée sur l'axe Y, exactement comme je le voulais. L'autre chose qui est dérangeant, c'est qu'elle a déjà une déformation. Donc si maintenant je rentre dans son mode sous-objet, tabulation pour entrer en edit mode sur cette courbe, on voit qu'effectivement, voilà, donc ça ce sont les barres de contrôle. D'ailleurs je peux sélectionner, alors je vais me placer, voilà, sélectionner l'ensemble de ces barres et les rendre plus petites parce que d'office elles vont être trop grandes, et donc je vois ici qu'elle est un peu de travers, et donc c'est ça qui crée la courbe ici, la courbure. Donc je vais remettre ce point-là, je vais le remettre sur l'axe des Y. Alors je peux dans le menu, vous vous rappelez ce menu qu'on appuie N et qu'il apparaît, ou qu'il est derrière la petite flèche là, j'ai des données numériques qui me permettent de placer des éléments en 3D. Et bien donc je vais pouvoir, ici si je mets 0 sur l'axe Y, et bien, en fait je le remets sur l'axe Y. Alors ça peut ne pas être tout à fait logique si on veut, dans le sens où c'est plutôt un déplacement sur l'axe des X ici, mais bon voilà. Donc quelquefois il faut faire abstraction de l'absolue logique pour que les choses fonctionnent. Donc ici je veux le mettre sur l'axe Y, donc je mets 0 sur l'axe Y. Je voudrais le mettre à 0 sur l'axe des X, et bien je mets 0 et le point va se retrouver exactement ici au centre. Ok, donc j'ai fait ça de ce côté-là. De ce côté-là, ce que je peux encore faire, donc on voit ici, c'est vraiment très très grand comme contrôleur pour mon Bézier. Je vais diminuer, donc S pour diminuer. Voilà, S c'est pour scale, donc scale c'est la taille, en anglais dans le texte. Ok, donc là j'ai préparé ma courbe pour pouvoir être utilisée. Donc je reviens dans ma vue de côté, 3 sur le clavier numérique, ou cliquer sur la petite sphère ici, adéquate. Donc je vais sélectionner mon point et je vais me mettre en déplacement. Là, il n'y a pas de raccourci clavier, il faut cliquer dessus. Et je vais déplacer ma courbe pour que, enfin mon point de contrôle de courbe pour qu'il soit ici au centre. Pareil pour lui, je vais le déplacer pour qu'il soit ici en dessous. Alors normalement vous devriez avoir plus facile que ce que je n'ai là. Moi ça lag un petit peu parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Et donc quand on enregistre une vidéo, forcément on joue sur les caractéristiques de la carte graphique. Et la machine sur laquelle je travaille actuellement est une machine qui n'a pas une super carte graphique.
Donc, voilà, comme quoi c'est possible de faire aussi de la 3D sur une machine qui n'est pas terrible. Donc, je vais le pivoter pour essayer d'influencer la courbure de ma courbe, comme ceci. Alors, on voit tout de suite ici. Alors ici, si vous regardez bien, j'étais un peu plus bas. Donc ça, c'est important parce que ça va me permettre de mieux planter le pied dans le sol, en fait. Alors, je vais prendre ce point de contrôle et si je le lève, on voit que ça va influencer la courbe, mais pas encore assez. Ici, pareil, je vais prendre ce point-là. Après, je vais sélectionner le point qui est ici en dessous. Je vais le tirer. On y est presque, mais pas vraiment. Donc, je ne vais jamais avoir une courbe comme ceci avec juste 2 points de contrôle. Il me faut des points, enfin au moins un point supplémentaire. Donc, je vais sélectionner le point central majuscule, sélectionner l'autre point qui se trouve ici à l'autre bout. Clic droit, Subdivide, et automatiquement, il va me créer un point au milieu de ces deux-là. Et ce point-là, je vais pouvoir le replacer et avec ces contrôleurs, alors je vais pouvoir faire quelque chose qui correspond mieux à ce que je dois faire. Voilà. Et ici, on va remonter encore un peu le curseur. Voilà. Quelque chose dans cet esprit-là. Et donc là, maintenant, on a une courbe ici. Avec un peu de chance, vous avez un peu plus facile que moi pour faire cette courbe. Mais donc l'idée, c'est ça, voilà. J'ai une courbe. Et quand je regarde en 3D, elle est bien alignée. Elle ne va pas dans tous les sens. Donc ça, c'est le risque avec les Béziers en 3D, c'est qu'on peut commencer à avoir des courbes qui vont commencer à se tordre dans tous les sens. Et donc il faut faire très attention à ça. On n'est pas comme dans Photoshop ou Illustrator où on est sur un plan 2D. Ici, on est sur de la 3D et donc on peut commencer à tordre ces courbes dans tous les sens. Ok, donc on a cette courbe, c'est très bien. On voulait avoir ça. Et on va transformer cette courbe en objet. Donc on va lui donner une certaine épaisseur. Donc je reviens en mode objet. Et dans ses propriétés de courbe, c'est la petite crolle verte ici, dans les propriétés. Je vais aller dans géométrie. Et dans géométrie, je vais lui donner de la profondeur, depth en anglais. Donc je vais lui donner un truc 0,0, 23 ou 22. Parce qu'on est dans des petites valeurs. Disons 22. Alors ici, on voit qu'il y a une résolution de 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la section ici de mon tube, parce que finalement, ça a créé un tube, la section de mon cube est subdivisée en 16, en fait. Donc, c'est trop. Donc, je vais lui demander de faire moins de résolution dans la section. Donc, résolution ici, ça correspond à la section. Et donc, je vais m'arrêter à 1. Parce que comme ça, puisque je veux quelque chose de rectangulaire, je vais assez facilement, dans l'opération suivante, qu'on fera dans la prochaine vidéo, je vais pouvoir facilement me débarrasser des deux divisions, et pour retrouver une ligne bien droite ici, à ce niveau-là, dans la section de mon tube. Donc nous allons voir ça dans la prochaine vidéo.